journalistes, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu présent à cette rencontre d'échange d'informations entre l'exécutif et les hommes de médias. Pour le rendez-vous de ce jour, nous recevons 3 ministres. Il s'agit de M. Paul Robert Tiendrebego, ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, avec qui nous allons échanger sur le bilan du Forum national de la diaspora, forum d'ailleurs tenu à Ouagadougou du 11 au 13 juillet 2018 sous la présidence effective de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. À sa suite, nous nous intéresserons aux questions agricoles, bien entendu avec M. Jacob Ouedraogo, ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Il sera question avec lui de l'installation de la campagne agricole essentiellement et des actions entreprises par le gouvernement à cet effet. Mesdames et messieurs les journalistes, Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement nous entretiendra sur les questions d'actualité. Sur ce, nous allons ouvrir les échanges avec les notes introductives de M. Fulgence Rémy Dindjinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, que nous écoutons à l'instant. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le ministre. Merci donc de vouloir partager avec nous cet instant de redevabilité de l'action gouvernementale. Le ministre Paul Robert va revenir sur les questions liées notamment à ce grand forum de la diaspora qui a été couronné de succès et qui a permis justement de tenir cet engagement du chef de l'État, mais également de permettre à des Burkinabés qui vivent hors de ce territoire qui est le leur, de voir comment ils peuvent contribuer donc au développement de notre pays. Il y a également donc le ministre Jacob qui va revenir sur la question agricole. Mais moi, j'aimerais faire la parenthèse sur 2 choses. C'est d'abord la vigueur de notre diplomatie que nous tenons ici à mettre en avant, avec notamment le retour de la Chine populaire, mais également le retour de l'Inde à Ouagadougou. Nous avons également eu l'honneur d'avoir les Pays-Bas qui vont très bientôt rouvrir leur ambassade au niveau du Burkina Faso. Il y a donc véritablement une diplomatie gagnante, qui est l'expression donc du regard que les partenaires internationaux, les partenaires techniques et financiers portent sur l'œuvre qui est entreprise donc au niveau du Burkina Faso en termes d'efforts de développement, mais portent également sur la qualité de la démocratie et la protection et la promotion des droits de l'homme que nous mettons en œuvre à travers donc le PNDS et la mise en œuvre du programme présidentiel. Il est important donc de rappeler ces éléments-là. Vous savez que très bientôt, donc courant septembre, le président du FASO donc aura cette visite en Chine pour le rétablissement plein et entier donc, de nos relations avec ce pays-là. J'aimerais également m'arrêter sur cette conférence que nous avons eue sur le PNDS à mi-parcours. Je pense qu'au-delà de juste un élément de communication que certains peuvent voir, il était nécessaire de faire le bilan à mi-parcours. Et vous avez vu, en termes de chiffres annoncés par Mme Sori Koulibaly, les résultats qui sont des résultats probants en termes de mobilisation à l'international, qui restent délicats au niveau national, mais également les niveaux de réalisation. Et en toute honnêteté, le gouvernement a dit qu'en ce qui concerne la transformation au niveau des produits du cru, il y a des efforts à faire. Et vous avez vu que c'est sur ces efforts-là que nous avons axé notre conférence à mi-parcours. Donc il ne s'agit pas de voiler quoi que ce soit au Burkinabé. Il s'agit de leur dire que le PNDS avance, qu'il y a des résultats, et que notamment sur la création des industries transformantes qui peuvent véritablement structurer les secteurs essentiels de l'agro-silvo-agricole, il est important donc d'avoir un effort là-dessus. Les partenaires ont décidé de nous accompagner et nous sommes véritablement entièrement satisfaits de cette conférence-là. Il y a d'autres actualités qui peuvent nous réunir donc sur ces questions-là, mais sur lesquelles je vous laisserai donc pouvoir poser vos questions. Je rappelle que nous sommes vraiment ouverts à toutes les questions. Sans langue de bois, nous y apportons nos réponses. Et nous espérons qu'au sortir de ces échanges-là, vos auditeurs, vos lecteurs, vos téléspectateurs sont un peu plus enrichis de la réalité de l'action gouvernementale. Merci bien, Monsieur le ministre. Nous allons écouter dans un premier temps Monsieur le ministre en charge de l'intégration africaine pour sa déclaration liminaire. À la suite de sa déclaration, nous allons poursuivre avec les questions essentiellement orientées vers Monsieur le ministre en charge de l'intégration africaine. Après quoi, nous reviendrons à Monsieur le ministre de l'Agriculture pour
sa déclaration suivie des questions et Monsieur le ministre de la Communication va achever la conférence avec vos questions. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour à tous. Je voudrais me réjouir de l'opportunité qui m'est offerte ce matin d'échanger avec vous sur le bilan du Forum national de la diaspora qui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, s'est tenu du 11 au 13 juillet 2018 à Ouagadougou sur le thème « La contribution des Burkinabés à l'extérieur à la construction nationale ». C'était un engagement du chef de l'État qui l'a tenu. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos, vous dire merci. Merci de votre accompagnement constant, accompagnement grâce auquel le Forum a connu ce que nous considérons comme un franc succès, en termes de visibilité surtout. Nous reviendrons sur le contenu. En effet, vous avez été nombreux à être à nos côtés, dès même avant le Forum, et à relayer ensuite le contenu des travaux, et je vous en suis très reconnaissant. À présent, et en guise de bilan préliminaire, nous pouvons dire que le Forum a tenu toutes ses promesses, malgré le contexte relativement difficile dans lequel il s'est tenu. D'abord, en ce qui concerne les participants et la participation, nous attendions initialement environ 350 personnes, mais nous en avons finalement arrêté 480, dont 228 Burkinabés de l'extérieur sur 205 prévus. Quant à la participation proprement dite aux travaux, elle a été marquée par une assiduité sans précédent des forumistes et la qualité des contributions. Il convient ensuite de souligner que toutes les activités programmées ont été menées. Il s'agit notamment de la pose de la première pierre de la Cité de la Diaspora par le Premier ministre, qui a été réalisée avec le concours du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et je voudrais ici saisir cette opportunité pour saluer cette fructueuse collaboration que nous avons eue avec ce département. Il s'agit également des panels qui ont porté d'une part sur la protection et la promotion des Burkinabés de l'extérieur et d'autre part sur la mobilisation et l'organisation de la diaspora pour le développement national. Il s'est agi essentiellement de leur montrer les opportunités d'investissement au Burkina et de voir dans quelle mesure on peut les accompagner pour ces investissements-là. Les participants ont en outre eu l'opportunité de partager leurs expériences au cours de différents échanges. Comme activité, nous avons également eu l'opération don de sang et l'exposition. Et le temps fort du forum aura sans conteste été le dialogue direct entre le président du FASO et la diaspora. La retransmission en direct de ce dialogue a du reste permis à tous les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur de suivre les échanges qui ont été, je dois le dire, très riches. Ce face-à-face a permis aux représentants de la diaspora de faire part de leurs préoccupations directement au chef de l'État, qui a apporté les réponses idoines. Je voudrais également souligner qu'à l'occasion de ce forum, nous avons distingué 5 Burkinabés de l'extérieur que nous avons appelés les étalons de la diaspora, en guise de reconnaissance pour le symbole de réussite à l'extérieur qu'ils incarnent à divers titres. Au terme des travaux, 3 recommandations ont été adoptées, portant respectivement sur l'élaboration d'une politique nationale de la diaspora, la mise en place de réseaux professionnels des Burkinabés de l'extérieur et la mise en place d'un comité de suivi des travaux du forum. Au total, nous pouvons estimer que le forum s'est bien déroulé, malgré évidemment quelques insuffisances inhérentes à ce genre d'activité. Voilà donc, mesdames et messieurs les journalistes, quelques éléments, comme j'ai dit, préliminaires, de bilan en attendant donc le rapport général définitif. Nous allons, comme annoncé, ouvrir la liste des questions orientées vers le ministère des Burkinabés de l'extérieur. Allez-y. Alors moi, ma préoccupation, c'est concernant la cité des Burkinabés de l'extérieur.
On a vu que pendant que le ministre faisait la pose de la première pierre, il y a eu polémique. Il y a des Burkinabés de l'intérieur qui n'ont pas vu ça d'un bon œil, qui pensaient qu'il fallait plutôt s'occuper donc de lotissement que de penser à une cité donc des Burkinabés de l'extérieur. Qu'est-ce que le ministre pourrait dire par rapport à cela? Cette cité de la diaspora, parce que beaucoup de citoyens ont fait, en tout cas, quelques analyses par rapport à l'appellation de cette cité. Je souhaiterais que Monsieur le ministre revienne pour nous donner plus de précisions. Qui aura droit à la cité, qui peut habiter à la cité, et aussi sur l'investissement des Burkinabés de l'extérieur. Qu'est-ce qui est réellement prévu? Parce qu'on sait bien qu'il y a pas mal de Burkinabés qui disposent d'assez de moyens et qui souhaiteraient vraiment avoir des facilités ici au Burkina pour investir dans divers domaines. Merci. Je suis Nana Michel des éditions Le Pays. Par rapport aux recommandations, est-ce qu'il y a un agenda lié à la mise en œuvre de ces différentes recommandations? Deuxième élément, alors ce forum, c'était l'occasion de parler de la participation de la diaspora liée au vote pour les élections de 2020. Voilà. Est-ce qu'avec la diaspora, vous êtes convenu du dispositif qu'il faut mettre en œuvre? Dernier élément, vous parlez d'insuffisance. J'ai l'impression que vous avez mis l'accent sur les forces. Vous pouvez dire quelque chose sur les insuffisances liées vraiment à la tenue de cette rencontre-là? D'aucuns n'ont pas hésité à dire que ce forum encore, c'est une rencontre de trop. Elle est budgétivore. Est-ce qu'on peut savoir le coût de ce forum-là? Ça a coûté combien à l'État burkinabé? Merci. Monsieur le ministre, autant de préoccupations. Nous sommes à vous pour les éléments de réponse. L'appellation cité de la diaspora, vous vous interrogez donc... En fait, c'est une requête de longue date de la diaspora elle-même. Toutes les fois où nous sommes sortis, où nous avons eu des échanges avec eux, ils ont toujours souhaité avoir un toit chez eux. Et l'une des propositions qu'ils avaient faites, c'était de mettre à disposition des parcelles, etc., ou des maisons. Toujours est-il qu'ils souhaitaient avoir un toit. Et nous avons pensé, avec le ministère de l'Urbanisme, qu'à l'occasion donc de cette grande opération, qui devait se faire donc à Koubri, on pouvait dédier une partie à la diaspora. Évidemment, ce n'est pas à tout le monde, puisque c'est une cité avec des standards. Donc c'est pour ça que d'aucuns estiment que ce n'est pas accessible à tout le monde. Et évidemment, nous avons d'autres opérations de lotissement où la diaspora peut également avoir des parcelles. Nous avons les 40 000 logements. Nous avons également, au niveau du gouvernement, décidé qu'à chaque fois qu'une opération aura lieu, on va réserver un quota à la diaspora. Il y a également le fait que lors de la commémoration du 11 décembre, il sera attribué à la diaspora un quota au niveau des forces vives. Donc je pense que l'un dans l'autre, c'était une opération que nous avons voulu faire à l'occasion de ce forum. Et je pense effectivement qu'il fallait le faire. Et tout le monde aura droit à la cité. Ce sont des souscriptions. Ce n'est pas une commission qui va attribuer des parcelles ou des villas. Il y a des modèles de villas de F3, F5. Et ceux qui sont intéressés vont postuler. On va leur attribuer donc les maisons sur la base donc, de la disponibilité. Pour cette opération, il y a 1000 villas qui vont être mises à disposition. F3, F4, F5. Pourquoi faire une cité au lieu de s'occuper des lotissements? Je crois que c'est tout le cœur même du forum. Si vous décidez que, parce que nous avons toujours des lotissements à faire, nous n'allons pas prévoir quelque chose pour la communauté qui vit à l'extérieur, vous êtes en train de dire que nous continuons à raisonner comme s'il y avait deux types de Burkinabés. Nous avons voulu faire ce forum pour montrer justement qu'il y a une seule communauté qui marche sur deux pieds. Un pied qui est à l'intérieur, un pied qui est à l'extérieur. Les lotissements continuent, ils continueront. En même temps, nous allons continuer à voir dans quelle mesure nous allons accompagner la diaspora pour que chacun puisse avoir un toit chez lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit à chaque lotissement, on verra dans quelle mesure
la diaspora peut avoir accès à des parcelles. L'investissement des Burkinabés, ça c'est toujours M. Sommet. Qu'est-ce qui est prévu? Je pense que pour ceux qui ont suivi les travaux, nous avons eu un panel qui a porté justement sur les opportunités d'investissement. Le ministre du Commerce a présenté toute une panoplie d'opportunités, de possibilités d'investissement. Nous avons eu également des échanges avec l'Association des professionnels des banques et établissements financiers, dont le président a exposé de long en large les possibilités pour le secteur bancaire et financier d'accompagner. Cela va d'ouverture du guichet. Il a même été proposé qu'on puisse voir dans quelle mesure, au niveau de nos ambassades et consulats, on peut avoir des cash points, etc. Donc, il y a des pistes qui sont dégagées et nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous allons les mettre en œuvre pour que, effectivement, tous ceux qui veulent investir chez eux puissent le faire en toute sécurité. M. Nana Michel du pays, vous demandez s'il y a un agenda pour la mise en œuvre des recommandations. Nous sommes en train de faire le rapport en conseil. Nous allons dégager l'agenda, mais vous pouvez être rassuré que très rapidement, d'ici la fin de l'année, de toute façon, nous aurons la politique nationale. Puisque les éléments sont là, en fait, c'est un dossier sur lequel nous travaillons déjà. Nous attendions simplement le forum pour ajouter quelques éléments nouveaux. Donc, dès que le Conseil des ministres va adopter donc, le rapport du forum, nous allons immédiatement nous mettre en œuvre. De toute façon, nous avons justement mis en place un comité de suivi des recommandations. Et ce comité-là, je dois le dire, comprendra des représentants de la diaspora. C'est-à-dire que ça ne sera pas un comité exclusivement composé d'éléments ou d'agents du ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés à l'extérieur. Le forum a décidé, dans sa recommandation du moins, d'inclure un représentant de la diaspora au niveau de chaque zone, c'est-à-dire zone Afrique, zone Europe, zone Amérique, etc. Ce qui va garantir donc un suivi rigoureux et une implication effective de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur. Le vote de 2020, est-ce que nous avons discuté des dispositifs? Je pense que ça, c'est une question d'actualité. Il ne s'agissait pas pour le forum de discuter des dispositifs avec la communauté burkinabé vivant à l'extérieur. Je pense que l'avant-projet de loi est sur la table de l'Assemblée nationale. Il va peut-être falloir attendre simplement de voir qu'est-ce qui va sortir. À ce stade, c'est tout ce que nous pouvons dire. Mais le chef de l'État a réitéré donc son engagement. Et toutes les parties concernées et toutes les parties impliquées travaillent et travailleront à rendre effectif donc ce vote-là. Comme je l'ai dit, c'est une œuvre humaine. Forcément, il y a des insuffisances. Nous avons travaillé dans des délais très, très, très brefs. Vous savez que le ministère a été créé le 31 janvier 2018. Il a fallu du temps pour se mettre en place. Et jusqu'à présent, le dispositif organisationnel est toujours en train d'être mis en place. Donc nous avons travaillé avec une petite équipe et forcément, cela se ressent. Vous aurez remarqué que certains participants sont arrivés en cours de forum, tout simplement parce que les délais étaient courts et nous avons eu quelques difficultés par rapport aux réservations, puisque tout le monde a été pris en charge. Au niveau du public cible aussi, nous pensons que pour les prochaines éditions, nous allons mieux peaufiner, puisque ça ne sera pas toujours le même thème, peut-être que ça va être des questions sectorielles. Nous allons mieux peaufiner le public cible, et là, nous avons effectivement enregistré quelques difficultés, parce qu'il fallait, en plus des délégués au CSBE, identifier des personnes ressources qui allaient représenter les différentes régions et les différentes juridictions. Nous avons noté également aussi des insuffisances au niveau de la coordination du comité d'organisation, notamment entre l'accueil, l'hébergement, etc. Je pense que ce sont des insuffisances, somme toute normales, sur lesquelles nous travaillons et nous allons corriger tout cela. Monsieur Compaoré de la RTB demande quelle garantie pour le suivi de recommandations. Je crois que j'y ai en partie répondu. Nous avons déjà la présence
la présence des représentants de la diaspora dans le comité de suivi. Je crois que ça, c'est déjà une garantie. Et je dois vous dire qu'à peine sorti du forum, il y a déjà des retours. Les gens nous demandent déjà qu'est-ce que nous avons commencé à mettre en œuvre. Donc c'est pour vous dire que ça, rien que ça, c'est déjà une garantie. Et nous avons pris un engagement, c'est un engagement politique du chef de l'État. Je pense que tout sera mis en œuvre pour que les recommandations soient suivies. Est-ce que ce n'est pas une rencontre de trop? Bon, je ne pense pas que ce soit une rencontre de trop. C'est une première de toute façon, c'est la première rencontre de cette nature, donc ça ne peut pas être une rencontre de trop puisqu'il n'y en a pas eu d'autres avant. C'est une rencontre qu'il fallait tenir et au titre du budget, nous étions à peu près à 340 millions, si je ne m'abuse. Mais nous avons travaillé également à réduire le budget, enfin le poids du budget sur le budget national parce que nous avons eu beaucoup d'accompagnement au niveau du partenaire. Voilà, donc tout n'est pas sorti du budget de l'État, des partenaires privés nous ont accompagnés. Donc lorsqu'on met en parallèle les résultats et les dépenses, je pense qu'on peut estimer que il fallait le faire et nous l'avons fait dans des proportions raisonnables. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique, nous allons vous passer la parole pour votre déclaration liminaire, suivie des questions des journalistes. Je voudrais vous dire merci pour l'intérêt que vous avez pour les actions du gouvernement et vous faire le point sur la campagne agricole qui s'installe. La campagne agricole s'est effectivement installée dans toutes les régions du pays. Le cumul pluviométrique au 10 juillet 2018, comparativement à la période de la campagne précédente, indique une situation déficitaire dans la majeure partie du territoire. Cependant, des zones de cumul pluviométrique excédentaires par rapport à 2017 ont été observées dans les régions du Sahel, curieusement, du centre-ouest et des Cascades. Pour l'ensemble de la campagne agricole, l'Agence nationale de la météorologie, ANAM, a annoncé une pluviométrie excédentaire anormale sur la quasi-totalité de notre territoire. De ce fait, on peut espérer une campagne agricole fructueuse, toute chose qui nous permettra d'atteindre nos objectifs de production. Au titre de la présente campagne agricole, il est attendu une production de 5 800 000 tonnes de céréales, plus de 1 500 000 tonnes de cultures de rente et 979 900 tonnes d'autres cultures vivrières. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a consenti au profit des producteurs et productrices 16 000 tonnes d'engrais, 8 155 tonnes de semences améliorées, 1 150 000 boutures de manioc et de patates, 27 400 unités agricoles pour les équipements, 10 500 animaux de trait et 20 000 litres de pesticides. Dans l'objectif d'accélérer l'adoption des techniques et technologies agricoles, nous avons mis en place 5 200 outils de vulgarisation comprenant les parcelles de démonstration des champs-écoles pour les producteurs. Pour accroître la production irriguée, nous aménageons au profit des producteurs plus de 5 200 hectares de nouveaux bas-fonds et 4 300 hectares de nouveaux périmètres irrigués. Par ailleurs, nous appuyons les producteurs à la réalisation d'ouvrages de conservation des eaux et des sols, notamment les ailes, les demi-lunes, les cordons pierreux. Nous les accompagnons pour la réalisation de bassins de captage d'eau et l'acquisition de matériel d'exore. Pour un bon déroulement de la campagne agricole, nous encourageons les producteurs à l'utilisation des semences améliorées,
des engrais de qualité et de pesticides homologués. Dans le but d'une meilleure sécurisation des exploitations agricoles, face à d'éventuelles poches de sécheresse, nous invitons les producteurs à la pratique de l'irrigation de compléments à partir des bassins de collecte d'eau de ruissellement et de toute retenue d'eau. La campagne agricole est particulièrement marquée par l'apparition de chenilles légionnaires d'automne dans certaines régions du pays. Face à cette menace, nous avons placé la campagne 2018-2019 sous le signe de la lutte contre les prédateurs des cultures. Dans le cadre de la lutte contre la chenille légionnaire d'automne, des équipes de traitement phytosanitaire sont actuellement déployées dans toutes les régions. Nous invitons l'ensemble des producteurs et productrices à une surveillance permanente de leurs exploitations en vue d'une riposte précoce. Nous témoignons notre reconnaissance à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO pour son appui à la mise en place du projet d'élaboration d'une stratégie de gestion durable de la chenille légionnaire d'automne au Burkina Faso d'un montant de 130 millions de francs CFA. Par cette initiative, nous mettrons à la disposition des acteurs du monde agricole un plan d'action national de lutte contre la chenille légionnaire et nous invitons d'autres partenaires techniques et financiers à suivre l'exemple de la FAO. Voilà présenté brièvement la situation de la campagne qui est en train de s'installer. Nous remercions tous les journalistes à cette rencontre et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Nos reflets Afrique.net. Je reviens un peu sur l'opération Sahara. Il y a les producteurs qui lancent un cri de cœur concernant la saison pluvieuse. Quand on prend vers la région de l'Est, on constate qu'il n'y a pratiquement rien en ce moment, alors que nous sommes presque en août. Maintenant, ce qu'eux ils veulent savoir, est-ce qu'il y a une possibilité de lancer l'opération Sahara pour permettre de terminer la production? Ensuite, la deuxième question concerne un peu les chenilles. Monsieur le ministre a dit qu'il y a un programme qui sera lancé. Qu'est-ce que les producteurs doivent faire pour pouvoir bénéficier de ce programme? Je m'appelle Janvier Saorgo, je suis de la radio rurale. J'ai deux questions pour monsieur le ministre de l'Agriculture. La première question, c'est par rapport aux insecticides et pesticides. Puisque l'année passée, j'ai participé à une opération de saisie des pesticides non homologués. Cette année, je crois qu'à l'intérieur du pays, il y a toujours ces choses-là, ces pesticides qui sont dans le marché noir. Est-ce qu'il y a une mesure qui est mise en place cette année encore pour faire la riposte? Deuxième question, c'est par rapport aux pluies excédentaires attendues selon la météo. Alors qu'on encourage les semences améliorées suivant la courtesse de la saison, est-ce que les populations, les agriculteurs n'ont pas de quoi s'inquiéter? Alors, à combien peut-on évaluer et ce que vous avez mobilisé comme ressources financières pour appuyer les producteurs? Où en est-on avec les boutiques témoins? Est-ce que c'est toujours fonctionnel à cette période-là? Et aussi sur les chenilles légionnaires. C'est vrai qu'on a déjà eu ces cas, mais cette année, en juillet déjà, on parle de chenilles légionnaires. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en agriculture, je crois bien que c'est un peu vers fin août, début septembre que ces chenilles arrivent ici. Quelle explication à cela? Monsieur le ministre, de plus en plus dans votre département, il est question de détournement d'intrants. Depuis, vous ne nous êtes pas prononcé. Qu'en est-il exactement? Et aujourd'hui, quels sont ceux qui distribuent les intrants que vous avez bien, en tout cas, voulu mettre à la disposition de nos bras producteurs? Et quel est l'état, justement, quel est le niveau de distribution? Parce que, comme chaque année, on a coutume de le révéler, il y a toujours du retard dans la distribution des intrants. Le ministre a parlé de l'apparition des chenilles légionnaires d'automne.
également parlé donc de la mise en place d'un plan d'action pour lutter donc contre ces chenilles. Est-ce que le ministre pourrait donc préciser la mise en place de ce plan d'action-là? Monsieur le ministre, il nous revient lors de nos différents reportages dans les zones à forte potentialité agricole que la majorité de ceux qui font le coton sont en réalité des gens qui veulent faire les céréales. Mais il faut faire le coton pour avoir les intrants. Alors, si on va du fait qu'actuellement, certains producteurs sont en train de retourner les intrants à la Sofitex parce qu'ils ont décidé de ne pas cultiver le coton cette année, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire encore que la prévision de 5 800 000 tonnes là tient? Ensuite, le problème du coton, on en parle parce qu'il y a eu une subvention de 14 614 millions pour permettre au Burkina Faso de reprendre la première place de producteur de coton africain qui revient actuellement au Mali. Mais il se trouve que cette subvention, au lieu d'unir les différents acteurs, est en train de diviser à l'heure actuelle. Vous avez une prévision, le gouvernement a une prévision de 836 000 tonnes contre 613 000 l'année dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, la crise du coton est maîtrisée? Est-ce que vous pouvez nous rassurer que c'est une crise mineure et que nous allons arriver à atteindre cette prévision de 836 000 tonnes? L'opération Saga est une réalité dans le temps, ce qui est vrai, mais à partir d'un certain moment, l'opération Saga ne fonctionne plus, dû au fait qu'il y a des problèmes pour les avions qui font cette opération, dû au fait que le matériel destiné à l'opération Saga sont devenus désuets. Et aujourd'hui, le grand souci pour le ministère de l'eau, je précise bien, ce n'est pas le ministère de l'Agriculture qui gère l'eau, est de faire en sorte que ces appareils puissent fonctionner et aussi le personnel qui était là pour faire le travail puisse être formé et faire reprendre les opérations. Mais à l'heure actuelle, l'enveloppe financière qui doit être consacrée à cette opération n'a pas encore été bouclée parce qu'elle est très coûteuse pour remettre les avions en état, pour permettre d'avoir tous les accessoires pour conduire l'opération. Vraiment, il y a un certain nombre de problèmes. Mais le gouvernement a conscience qu'il faut quand même avoir une opération comme celle-là pour permettre à ce que, au moment des poches de sécheresse, on puisse résoudre un tant soit peu le manque d'eau dans certaines régions. Nous en avons conscience et nous faisons tout pour que les années à venir, cette opération puisse effectivement démarrer. Le problème de la production de coton a été soulevé, c'est une préoccupation pour le gouvernement. Et si vous avez bien souvenance, le président du Faso s'en est impliqué lui-même. C'est pour cela que face à la crise de 2017, où le Burkina a perdu un peu sa place de premier producteur de coton au niveau de l'Afrique, nous avons été envoyés, le ministre de l'Agriculture, du Commerce et puis des conseillers techniques de la présidence à faire une certaine médiation au niveau de Ndorola et au niveau de Kourouma, si vous voyez un peu la région dans le Kénédougou. Et ces médiations ont abouti en partie, mais nous ne nous sommes pas laissés décourager. Et le président du Faso a pris le dossier en main lui-même. Il a rencontré un certain nombre de producteurs de coton et on est en train justement de revenir sur cette décision qui allait compromettre notre production au niveau du coton. Alors vous dites, est-ce qu'il y a une inquiétude? Parce que pour la production céréalière, bon, je pense que si vous constatez très bien, les plus grands producteurs de coton sont en même temps les plus grands producteurs de céréales dans toutes les régions, parce que les cotons, c'est bien une culture de rente, mais la production céréalière, c'est une production pour justement juguler les crises alimentaires. Et si on ne mange pas, on ne pense pas aux productions de rente. Alors donc, nous n'avons pas tellement d'inquiétude à ce niveau parce que ceux qui vont aller vers les productions de rente
c'est les mêmes personnes qui vont vers la production de céréales. Il y a des gens qui ont opté de produire rien que du céréal, et ça, nous en félicitons et nous faisons tous les efforts pour faire en sorte que ces producteurs aussi puissent, dans leur option, produire des céréales pour la nourriture et l'autosuffisance alimentaire. Alors donc, les 14 milliards, c'était juste pour accompagner les producteurs de coton qui ont eu un déficit l'année passée. Et ces 14 milliards sont décomposés de 9 milliards 650 millions pour justement relancer la production du coton et 5 milliards justement pour essayer d'éponger les crédits que les producteurs de coton n'arrivent plus à payer parce qu'il y a eu déficit. Oui, effectivement, les chenilles légionnaires, ce n'est pas en 2018 que nous constatons la présence de ces chenilles. En 2017 déjà, nous avons été surpris par les chenilles légionnaires parce que ces chenilles légionnaires n'existaient pas. Alors, la première année où on constate sur notre territoire national des chenilles légionnaires, c'est 2017. Et en 2017, il y a eu 58 000 hectares qui ont été infestés. Et sur les 58 000 hectares infestés, le gouvernement, bien même surpris, nous avons fait l'effort de traiter 85% de cette superficie-là. Et justement, c'est pour cela que nous avons fait un appel à ce que des partenaires techniques et financiers puissent nous soutenir dans la lutte contre ces chenilles légionnaires. Et la FAO que j'ai citée dans mon intervention nous accompagne à la mise en place d'un projet pilote pour pouvoir justement, à partir de ce projet pilote, mettre en place un plan d'action pour lutter définitivement contre ces chenilles légionnaires. Alors, la lutte contre les chenilles légionnaires est une lutte permanente. Je profite de répondre aux questions sur la question sur les chenilles légionnaires. La chenille légionnaire est née aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. La chenille légionnaire est arrivée en Afrique par Madagascar. Alors, donc, vous voyez, et la chenille légionnaire a atteint l'Afrique de l'Ouest l'an passé. Et elle est tellement... Elle se reproduit rapidement et aussi elle se déplace rapidement. Bon, elle, entre griffes, parce que ce n'est pas la chenille qui se déplace rapidement, mais le papillon, parce que la chenille, c'est une étape d'évolution du papillon. Le papillon se déplace la nuit à 100 km par jour. 100 km. Pour justement aller à la question de lutter de façon que nous puissions mutualiser nos efforts au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça qui fait le problème. Et c'est ça que l'an passé, elle est arrivée par le sud-ouest et les cascades et embrasé tout le pays. Alors, donc, aujourd'hui, la lutte contre la chenille légionnaire, le gouvernement a déjà mis plus d'1,5 milliard pour la campagne qui démarre. La chenille légionnaire, la lutte est faite au niveau de la CEDEAO pour voir dans quelle mesure mutualiser les forces et faire en sorte que cette chenille, on puisse la déclarer vaincue pour toujours. Je n'ai pas souvenance qu'il y a des détournements d'intrants au niveau du ministère de l'Agriculture. Peut-être que vous pourrez donner des précisions. Ce que nous savons, c'est qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, cette année, il y a une autre manière de distribuer ou de disponibiliser ces intrants pour les personnes vulnérables, pour les personnes pour lesquelles nous faisons de subventions pour ces différents intrants. Nous faisons une subvention de 90%. Les semences améliorées que vous voyez qu'on dit 90% pour les populations. Nous faisons pour les engrais 50% de subventions. Pour les chaluts et les bœufs, nous faisons autant. Alors maintenant, cette année, il y a eu un problème de distribution parce que dans notre ministère, il y a un syndicat qui a dit nous ne faisons plus de distribution d'intrants parce qu'on a revendiqué un certain nombre de primes qu'on ne nous reverse pas.
et on ne le fait pas. Donc, à partir de ce moment, le ministère a mis en place un dispositif qui intègre les CERA, les chambres régionales d'agriculture, les CVD, et les comités villageois de développement, les femmes, les jeunes, les maires et aussi les préfets, sans oublier les agents du ministère de l'Agriculture. Voilà la composition pour justement identifier les personnes qui sont concernées, parce que l'identification, faut passer par là, les vulnérables, et aussi la distribution de ces intrants. Dès qu'on a identifié, dès que les intrants viennent, on sait à qui il faut remettre ces intrants, et justement, on a mis ce comité qui le fait déjà bien. Et maintenant, pour juste compenser le travail qui est fait, on a prévu de donner un sac d'intrants à chaque membre de l'équipe. Voilà ce que les syndicats ont dit, c'est du détournement de fonds. C'est juste ça. Dans tous les cas, nous recevons tous les contrôles chaque année. Jusque-là, on n'a pas dit qu'on a détourné des intrants par le ministère. Il y a peut-être des agents qui ont mal géré des intrants, ça peut arriver. Bon, ça, c'est autre chose. Nous mettons autour de 25 milliards de francs CFA pour subventionner et puis accompagner en intrants, en matériel agricole, et puis faire aussi des distributions de semences améliorées. Que deviennent les boutiques témoins? Oui. En fait, en période de soudure, vous avez vu, nous avons, à partir du bilan définitif de la campagne agricole 2017-2018, nous avons fait ressortir un déficit céréalier de 477 000 tonnes de céréales. Et à partir de ce constat, nous avons fait un plan de riposte à hauteur de 81 milliards de francs CFA. Et nous avons essayé de mobiliser ces ressources-là pour faire face à la crise alimentaire. Et à partir de cela, le gouvernement a pris des dispositions pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de céréales en période de soudure. Et on a voté un budget de 25 milliards pour l'acquisition de 95 000 tonnes de céréales pour cette période-là. Et nous avons fait passer le nombre de boutiques témoins de 138 à 250. Et les 250 boutiques témoins aujourd'hui sont opérationnelles et fonctionnelles. Vous voulez des céréales, vous pouvez en trouver dans toutes ces boutiques témoins. Mais il faut se dire qu'il y a un problème. Le problème, c'est que les boutiques témoins sont approvisionnées régulièrement, 2 fois par mois. Aujourd'hui, dans la période de soudure depuis juin, et 40 000 tonnes par livraison. Quand vous les déposez, et aujourd'hui, la première livraison, demain vous arrivez, vous n'avez plus de céréales. Donc il faut attendre la prochaine livraison. C'est là peut-être qu'on peut peut-être critiquer l'opération, mais bon, nous faisons ce que nous pouvons faire parce que déposer 95 000 tonnes partout au même moment, la logistique, nous avons pris des dispositions pour que la logistique ne manque pas, mais on ne peut pas aller au-delà de ça pour le moment. Donc voilà un peu pour ce qui concerne les boutiques témoins. Le problème des pesticides comme des engrais se pose avec acuité. Et la plupart de nos producteurs n'achètent pas les produits homologués. Et si vous vous rappelez très bien, l'an passé, en 2017, le 25 mai, nous avons pris une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale justement pour lutter contre l'utilisation de ces pesticides ou tous les produits non homologués qui rentrent dans le pays. Et justement, c'est à partir de cette loi où on a prévu des sanctions que nous faisons les saisies sur le terrain et nous sanctionnons ceux qui importent des produits non homologués parce que nous n'en voulons pas sur notre territoire. Et l'opération de saisie se fait toujours jusqu'à présent puisque la loi l'autorise. Et nous avons pris les textes d'application pour ces sanctions-là. Des producteurs de coton qui passent à la production céréalière, est-ce que je suis content ou est-ce que je suis inquiet? Je pense que je ne suis pas inquiet parce que, comme je l'ai dit, là où on produit du coton, on produit du céréal.
et cela va toujours ensemble. Je pense que le problème de la production de coton, comme je l'avais déjà dit, le président Roch-Marc Christian Kaboré lui-même s'est saisi du dossier et nous avons quand même fait de la médiation sur le terrain afin que nous puissions revenir à de bons sentiments et résoudre le problème justement qui est posé juste au niveau de la Sofitex. La zone Sofitex, ce n'est pas sur... Il y a la zone Sokoma, il y a la zone Faso-Coton où le problème n'a pas été posé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le ministre, pour ces éléments de réponse. Je pense que nous allons, sans plus tarder, passer aux questions d'actualité, questions également liées à la déclaration liminaire, ou du moins aux notes introductives du ministre porte-parole du gouvernement qui était revenu sur le PNDS et la diplomatie gagnante. Nous donnons la parole à qui voudrait la prendre. Aux examens annoncés dans le Sahel, où en est-on avec cette préoccupation majeure? Et deuxième chose, c'est par rapport à l'arrivée des Chinois. On sait qu'ils ont du mal à s'implanter à Bobo pour l'hôpital. Et quelle est la nature exacte du problème qu'on y rencontre là-bas? Merci. Monsieur le ministre, en parlant de démocratie gagnante, du moins de diplomatie gagnante, excusez-moi, vous avez mis en avant la promotion de la démocratie et des droits humains dont ferait preuve le Burkina Faso. Et en même temps, il y a des organisations de la société civile, notamment ceux qui sont dans le domaine des droits humains, qui vous critiquent de mettre à mal les questions des droits humains au Burkina Faso. Alors, je ne sais pas, entre vous et ces organismes-là, nous devons être derrière qui? Notamment depuis l'affaire Naïm Touré, il y a beaucoup d'OSC qui ont fait des déclarations et selon lesquelles le pouvoir met en mal les questions des droits humains, notamment la liberté d'expression au Burkina Faso. Si cela est vrai, c'est quand même grave. Alors que, en parlant de la diplomatie gagnante, vous parlez de la promotion de la démocratie et des droits humains. Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelqu'un qui ne dit pas la vérité? Merci. On constate qu'il y a des petits remue-ménages et des grincements des dents au niveau du ministère de la Santé, les agents qui veulent manifester. Or, on avait suivi à un moment, le président du Faso avait annoncé qu'il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport aux accords et tout ce qu'il y avait comme protocole qu'ils avaient ensemble décidé. Mais depuis lors, on ne voit rien venir. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'à quelque part, c'est prévu pour trouver une solution? Je voudrais savoir, les syndicats du Minefit ont suspendu les mots d'ordre de grève, soi-disant qu'ils ont entendu l'appel du chef de l'État et ils sont revenus sur la table de négociation. Les négociations sont-elles finies ou bien ça se poursuit? Je vais commencer par la préoccupation de Joël Somé. Je pense que, comme le chef d'État l'a dit, les engagements pris par le gouvernement dans le cadre des différents accords et protocoles, donc ces engagements seront respectés. En ce qui concerne donc le ministère de la Santé, il s'agit de décrets d'application et ces décrets d'application-là seront pris. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que normalement, dans les conseils de ministres qui vont suivre avant les vacances gouvernementales, donc nous aurons forcément la prise de ces décrets-là d'application. Ce n'est qu'une question de conseil des ministres. Ça se fera soit cette semaine, je l'espère, ou soit les semaines suivantes. Mais ça se fera avant que le gouvernement ne prenne ces quelques jours de repos. En ce qui concerne, donc il n'y aura pas de crise à notre avis au niveau du monde de la santé. Et d'ailleurs, nous voulons féliciter ce monde-là pour justement son écoute et sa diligence dans la mise en œuvre de ce processus-là. Ce qui concerne la question de Nana Michel Le Pays, je pense que nous avons tous ici, et c'est pour ça que les acteurs nous félicitent, le sentiment que nous construisons un état de droit. Et l'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. Mais c'est également le respect des lois et des règles qui régissent notre vie en commun. Je pense qu'en ce qui concerne malheureusement Naïm, il y a des actes qui ont été posés, qui ont été jugés répréhensibles, qui ont été condamnés. Je pense que c'est dommage, mais ça veut dire aussi que nous avons intérêt, dans le fonctionnement de notre démocratie, à veiller
à ne pas aller au-delà de ce que la loi dit, la loi prévoit. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a envie de voir quelqu'un qui s'exprime derrière les barreaux. Et de plus en plus, vous voyez dans les réseaux sociaux des textes qui sont lancés qui sont au-delà du raisonnable. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre pays a félicité, parce que la liberté de ton est telle que parfois les gens se disent mais c'est pas possible que dans un pays africain on en soit à ce niveau-là. Les acteurs acceptent, mais il faut qu'on accepte aussi de respecter la loi. Je regrette ce qui est arrivé à Naïm, mais je pense que toute personne qui s'engage dans l'usage de l'expression pour transmettre ses points de vue doit savoir le faire en respectant les textes. Donc je pense que nous avons une diplomatie qui marche. Rappelez-vous, les Pays-Bas, notamment, sont des pays qui sont très regardants sur les questions de droits humains. Et aujourd'hui, ils viennent chez nous, ils reviennent chez nous. Je pense quand même qu'il faut regarder aussi l'atmosphère d'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, le regard qu'ils portent lorsqu'on regarde le seuil de financement du PNDS par les acteurs, les PTF, on peut être légitimement satisfait parce qu'ils ont confiance et ils croient en ce que nous mettons. Et vous savez bien que pour ces pays-là, la question de la démocratie, la question des droits humains sont des questions essentielles dans la mise en œuvre des processus d'accompagnement de nos pays. Alors pour Nyankiteda, je pense que la conférence nationale de l'élimination, il y a le comité technique, le comité de suivi qui sont en voie d'être finalisés. Mais je crois que, comme vous l'avez dit, nous avons repris les négociations avec les syndicats du ministère de l'économie et des finances. Et permettez donc que nous continuions les négociations. Elles sont en cours et je pense que les différents acteurs, une fois, se prononceront. Mais nous sommes en discussion. Il y a des acteurs qui servent de relais entre la partie gouvernementale et la partie syndicale. Et les négociations se poursuivent. Donc, n'ayez crainte sur cela. Nous sommes en négociation et nous les remercions également pour cette disponibilité à discuter dans laquelle nous sommes. Et je peux vous dire que les discussions se font dans un cadre extrêmement courtois. Et j'espère que nous allons aboutir à des résultats tangibles dans les jours et les semaines à venir. En ce qui concerne donc les examens au Sahel, je pense que le ministre, le professeur Ouaro l'a précisé, ces examens se feront. Se feront donc, je pense, au courant septembre ou octobre. Il y a des mesures qui sont prises pour permettre aux élèves de requérir un minimum de niveau par rapport aux heures de cours et aux jours de cours qu'ils n'ont pas pu suivre ou avoir durant la période normale, en raison notamment de ce qui a pu arriver, mais également pour les questions sécuritaires, il a dit, on va pas aller dans le détail du processus. Mais tenez-vous pour dire, ces examens se dérouleront bel et bien. Il faut replacer les choses dans leur cadre. À Bobo, il y a eu des problèmes sur l'identification du site. Je pense qu'aujourd'hui, la question est définitivement réglée. Les acteurs sont allés, ils ont vu les sites, ils ont fait des propositions, les communautés ont réfugié. Il y a un site qui a été plus ou moins aujourd'hui consensuellement arrêté, sur lequel les études sont en train d'être faites. Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'hôpital est définitivement réglée à Bobo. J'ai eu d'ailleurs l'opportunité, il y a 2 semaines, d'être à Bobo avec le ministre Aruna Kaboré, avec le gouverneur qui a réaffirmé aux populations et avec le maire. Voilà où ça va se passer. Donc cette question-là, je pense qu'elle est définitivement réglée à Bobo. Mesdames et messieurs les journalistes, nous sommes au terme de cet important rendez-vous de devoir de redevabilité qu'est la conférence de presse du gouvernement. Nous avons eu l'honneur d'échanger avec M. Rémy Fulgens Dandjunou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Paul Robert Tiendrebego, ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, et M. Jacob Ouedraogo, ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, qui d'ailleurs sont accompagnés par leurs techniciens, parmi lesquels les différents secrétaires généraux des départements ministériels respectifs. Merci à vous, chers journalistes, pour votre accompagnement dans le déroulement des outils prévus dans le cadre de la communication gouvernementale. À la coordination de cette conférence de presse, le service d'information du gouvernement, avec l'appui des directions en charge de la communication des ministères concernés et la RTB pour la réalisation. Merci à vous, téléspectateurs et auditeurs d'ici et de la diaspora. Rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine conférence de presse. Bonsoir, bonjour sur vous.